Merci, chers camarades, merci. Vu d'Italie, je me dis que les Français n'ont pas idée de ce qui va leur arriver. Roberto Saviano, l'essayiste italien, auteur de Gomorrah, qui alerte les Françaises et les Français sur le risque qu'ils courent avec l'extrême droite, lui qui est italien et qui connaît déjà Giorgia Meloni. Alors évidemment, l'objectif de cette journée, c'était de le démentir et de faire en sorte de dire que rien n'est inéluctable. Et je veux remercier à mon tour à la fois Sarah Ninoué, qui l'une et l'autre ont entrepris ce travail depuis de longues années et qui savent peut-être mieux que d'autres ce dont elles parlent. Ninoué, c'est l'ex-Midi Rouge, qui est devenu un Midi souvent bleu marine, et Sarah, ce sont les terres de gauche qui ont aussi très largement été colonisées par l'extrême droite et qui désormais considèrent que ces terres ouvrières leur appartiennent, et y compris, même si ce n'est pas le nord de Sarah, mais le Pas-de-Calais d'autres camarades, eh bien, c'est la terre d'implantation désormais de Marine Le Pen. Alors, je veux saluer le travail de cette journée. Je n'ai pas assisté ce matin à la réunion, puisque je la suivais de loin, et on m'a raconté aussi ce qui en a été dit, et je vais essayer d'y revenir. Mais j'ai écouté ce qu'ont pu dire Safia, Bassem et Sylvain, et donc les remercier aussi de leur contribution à ce travail que je crois nous devons perpétuer et ne jamais laisser penser que nous aurions laissé baisser les bras. Je suis venu, en fait, cet après-midi, vous délivrer 5 messages qui ne vous surprendront pas tous, parce que je sais que nous les partageons. D'abord, le premier message, c'est que le RN a pris d'abord la place qui lui a été cédée. Et organiser la résistance, c'est d'abord comprendre ce qui l'a mis là où il est. La responsabilité est collective. Le RN est en réalité le décalque inversé de nos renoncements et reniements successifs, parfois imposés par la mondialisation, comme a pu le souligner tout à l'heure l'un de nos camarades. Et j'arrive de Famec, où j'étais avant-hier, où il y avait encore les traces de ces abandons, des gens qui nous parlent encore des années 80, de la sidérurgie, de l'acierie, de la mine, et qui ont encore le sentiment que nous portons une responsabilité dans le désarroi de leur territoire. Le RN a su capter la demande de protection et de changement attendue par celles et ceux qui sont les victimes des crises à répétition, de l'affaiblissement de leur statut, du chômage, du recul de l'industrie, du blocage du pouvoir d'achat, notamment parmi les employés, les ouvriers, les jeunes actifs, et le RN, qui n'a pas beaucoup de solutions en réalité, a su en contrepartie leur offrir des boucs émissaires. Les élites, les personnes migrantes, les bénéficiaires d'aide sociale, présentés comme assistés, en articulant concrètement cette dénonciation avec les problèmes que rencontrent les gens au quotidien. De réprouver, le discours du RN s'est progressivement banalisé, voire même normalisé. Et pour cela, il bénéficie de la complaisance des médias, désormais très perméables à leur sujet de prédilection, de la complicité consciente ou inconsciente d'intellectuels qui entretiennent cette théorie du déclin et dont le RN fait son miel, du soutien actif aujourd'hui d'un oligarque à la française, Vincent Bolloré, qui a mis son argent et son groupe au service du projet idéologique identitaire de l'extrême droite. Il y a aussi une responsabilité politique d'Emmanuel Macron et des siens depuis presque 8 ans qu'ils sont au pouvoir. Je veux rappeler très brièvement, d'abord, la notabilisation du RN avec, pour la première fois en Europe, l'élection de vice-président à l'Assemblée nationale qui a permis de dire que le RN était un parti comme les autres. Ce n'était jamais arrivé. C'est aussi maintenant la porosité idéologique qui existe entre la droite et l'extrême droite. C'est bien sûr, y compris dans la loi immigration,
l'acceptation de ce principe de préférence nationale qui nous faisait autrefois hérisser le poil et qui aujourd'hui est devenu tristement banal. C'est, Sarah l'a dit tout à l'heure, dans le débat auquel a participé brillamment Arthur, de la Porte ici présent, le débat qui, il y a quelques semaines, nous opposait à la droite et à l'extrême droite sur le droit du sol à Mayotte. Au début, c'était Mayotte, et puis après, ça a été la Guyane. Et maintenant, ils ont l'intention de revenir sur le droit du sol sur l'ensemble du territoire. C'est aussi les mots utilisés par le Premier ministre quand il parle de submersion migratoire, mots nés à l'extrême droite, et qui non seulement visent l'étranger en situation irrégulière, mais aussi l'étranger en situation régulière, et même celui dont on considère qu'il reste un étranger, alors même qu'il est sur le sol depuis plusieurs générations, puisque la submersion ne s'observe qu'à travers des critères qui sont les critères de l'apparence, de la religion, de la couleur de peau, et que ça n'a rien à voir avec l'appartenance, l'adhésion à ce que nous sommes ensemble français. La gauche et les socialistes doivent aussi reconnaître leur part de responsabilité. Non que l'électorat du RN vienne principalement de la gauche, j'ai entendu ce que disait tout à l'heure Safia Dahani, mais les déceptions et les colères que nos politiques ont parfois suscitées. La politique, c'est d'abord une affaire de confiance. La confiance que l'on sait gagner ou que l'on perd. Et c'est vrai que dans la dernière partie de notre exercice du pouvoir, nous avons parfois donné le sentiment d'être non pas simplement incohérents par rapport à ce que nous avions proposé, aux promesses qui avaient été faites par la gauche, mais parfois été à rebours de ce que la gauche porte. Et c'est là que la confiance se perd. Bien sûr que tout le monde sait que quand on arrive au pouvoir, on ne fait jamais exactement ce qu'on avait prévu de faire. Et il faut reconnaître à François Hollande le fait d'avoir été confronté brutalement à des sujets sur lesquels il n'était pas forcément prévu qu'il soit confronté. Je pense à la guerre, la Syrie, le Sahel. Je pense aussi au terrorisme qui est arrivé sur notre sol de manière massive. Charlie, le Bataclan, Nice et le reste. Mais ce qui n'a pas été compris par une partie de l'électorat de gauche, c'est que nous ayons pu être parfois vraiment à rebours de ce que nous représentions pour eux. Ça a été d'abord le pacte de responsabilité, sans contrepartie. Ça a été aussi le fait d'accepter, de reprendre l'idée de la déchéance de nationalité qui distingue entre celles et ceux qui, sur notre territoire, sont français. Ceux qui seraient finalement français de papier, pour reprendre la sale expression de l'extrême droite, et ceux qui seraient véritablement français parce que présents depuis Vercingétorix et Clovis. Et puis, il y a eu aussi la loi travail. Disons les choses, nous qui avons écrit presque chaque page du Code du travail, et qui avons permis aux ouvriers français, aux salariés, de rétablir un rapport de force avec leurs employeurs, eh bien, nous retrouver là aussi du côté de ceux qui pouvaient finalement considérer que sur un certain nombre de sujets, eh bien, il était temps de faire le ménage. Alors, évidemment, nous avons perdu aussi une part de cette confiance, et cette confiance-là, il est maintenant temps de la retrouver. Je veux aussi, évidemment, dire que, et c'est peut-être l'élection allemande qui m'y fait penser, dire qu'on dit souvent que la social-démocratie est en crise en Europe. Je ne le crois pas. Je crois que toutes les crises auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui sont d'abord celles du libéralisme, de l'écologie jusqu'au pouvoir d'achat. Mais qu'à chaque fois que la gauche, social-démocrate, travailliste, socialiste, considère qu'elle doit adopter ou se soumettre au canon de beauté du libéralisme, alors elle-même rentre en crise. Et lorsque la gauche ressemble trop à la droite, alors il ne reste qu'une seule alternative, c'est l'extrême droite. Je le dis aussi, la réponse n'est pas de s'enfermer dans une radicalité nouvelle, une radicalité qui nous pousserait vers un clivage entre le peuple et une élite qui serait mythifiée.
Une conflictualisation par le bas qui s'emboîte trop bien en réalité avec le discours de l'extrême droite elle-même. Alors, après avoir passé ce premier message, je veux en passer un plus optimiste. Dire que la victoire de l'extrême droite n'est pas pour autant inéluctable. Le Front républicain, en juillet dernier, a fonctionné, même si j'ai conscience du fait que la nomination, après l'élection du 7 juillet, d'abord de Michel Barnier, puis de François Bayrou, trouble. Et j'entends souvent nombre de nos concitoyens nous dire mais si quand on vote à gauche, on a la droite, qui elle-même se soumet à l'extrême droite, alors à quoi bon avoir encore un Front républicain? Et c'est la raison pour laquelle nous devons être conscients que le Front républicain, s'il a encore servi cette fois-ci, n'est qu'un sursis, certainement pas encore un sursaut. Et donc nous devons reprendre l'initiative. Inversement, il me semble aussi que d'autres ont totalement intégré l'idée d'une forme d'irrésistible arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Cette vision aussi doit être combattue. Ne pensons pas que le Front républicain nous sauvera toujours, mais ne pensons pas non plus que le RN est déjà au pouvoir. Parce que cette vision-là, elle facilite le travail du RN lui-même, au même titre que sa banalisation. Il n'y a, disons les choses, aucune fatalité à l'arrivée de l'extrême droite en 2027. Aucune fatalité à l'arrivée de l'extrême droite en 2027. La France n'est pas la caricature que certains veulent en donner. Tous les travaux qui sont menés sur les valeurs des Françaises et des Français montrent une France bien plus tolérante, plus fière de sa diversité, plus attachée à la démocratie. Ça ne veut pas dire que les Français ne doutent pas, mais ils sont en attente d'une offre politique forte, qui soit différente de celle du RN. Et c'est ce que nous devons évidemment produire. On entend dire que l'extrême droite, au fond, c'est la seule qu'on n'ait jamais essayée. Ça a été le discours dans toute l'élection législative dernière. Sans besoin de revenir aux heures sombres de notre pays et sans convoquer le point Godwin, eh bien, il est facile de dire aujourd'hui que l'extrême droite, elle gouverne. Ce n'est plus simplement une vue de l'esprit, elle gouverne en Europe. Et c'est Orban en Hongrie, et c'est Meloni en Italie. Ça a failli être le cas en Autriche il y a quelques semaines, et il a fallu un accord entre la droite et la gauche pour éviter que l'extrême droite, arrivée en tête, ne prenne à son tour le pouvoir en Autriche. C'est évidemment désormais le trio infernal qui a pris les commandes de la plus grande démocratie au monde, les États-Unis, le trio Trump, Musk, Vance. Et là, nous avons la possibilité de dénoncer, de dire ce qu'ils sont, de rappeler sans cesse à nos compatriotes ce qu'ils brisent de nos libertés, des droits de l'homme et surtout de la femme, des droits des minorités, ce qu'ils veulent aussi contraindre de la recherche, de la science, de la protection de la paix, leur volonté de ne plus se soumettre aux organisations internationales. Musk a osé dire qu'il fallait non seulement se retirer de l'OTAN, mais aussi de l'ONU. Il n'y a plus de limite à leur discours que l'on qualifie de libertarien, mais qui n'a rien de libertaire, qui n'a rien de la promotion de la liberté. Leur seule liberté qu'ils connaissent, c'est celle du renard dans le poulailler. Et c'est une des difficultés à laquelle l'extrême droite va devoir maintenant se confronter. C'est ce que disait ce matin Raphaël Lorca. Il a raison. Il a raison de dire que l'extrême droite, aujourd'hui, va devoir expliquer en quoi elle est elle-même capable de s'assimiler à ce que fait Trump. Elle qui a tant cherché à se dédiaboliser. Elle qui a aussi fait du retour de l'État, d'un État fort, eh bien, sa propre doctrine, la voir aujourd'hui face à celui qui manie la tronçonneuse, Milei en Argentine. Et je vois que Jordan Bardella lui-même, parfois en avance de phase, ou en tout cas en désaccord avec Marine Le Pen, a pu dire il y a quelques heures qu'il était lui-même pour un doge en France, pour un ministère qui soit là avec la tronçonneuse et qui vienne couper dans la dépense publique.
Alors il faudra que l'extrême droite s'en explique, qu'elle se justifie, qu'elle dise à ces gens qu'elle prétend protéger, qu'elle va être de ceux qui couperont les services publics, dans les aides sociales, dans tout ce qui permet d'accompagner les plus vulnérables dans notre société. Reprendre espoir en se disant qu'il y a un exemple qui doit nous accompagner, l'exemple polonais. La Pologne a connu aussi la difficulté, l'extrême droite, et dans un contexte assez proche du nôtre, avec son clivage entre les métropoles et les campagnes et les petites villes, les inégalités qui explosent, eh bien, ils ont su, je parle là des progressistes, pas seulement des socialistes, mais dans cette alliance, réussir à renverser dans les urnes le gouvernement du PiS qui avait pourtant commencé à tisser une maille, a priori, que l'on disait inextricable, dans sa position au pouvoir depuis 2015. Et grâce à une participation sans précédent des femmes, des jeunes, des urbains, eh bien, ils ont réussi à fixer une priorité à la lutte contre les inégalités pour réduire et affaiblir l'extrême droite. Je veux dire enfin, sur ce second message, que dans la tripartition de la vie politique que nous connaissons, et sans rien concéder à qui que ce soit, eh bien, nous devons veiller aussi à ce que nous ne soyons pas le troisième tiers le plus divisé et le plus faible. Bismarck, pardon de cette citation un peu curieuse, disait, quand on fait ménage à trois, il ne faut pas être le troisième. Je vois qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Eh bien, je crois qu'effectivement, le mieux, dans la tripartition de la vie politique, est de ne pas être le tiers le plus divisé. Le tiers qui, par son incapacité à comprendre la menace qui est devant nous, eh bien, passe plus de temps à s'opposer qu'à chercher les moyens de faire reculer l'influence de l'extrême droite. C'est valable pour nous, c'est valable pour les autres. C'est sans exclusive. Parce que je vois le temps que nous passons dans des débats infinis, parfois au sein même de notre propre parti, à nous diviser, à nous subdiviser. Nous connaissons bien le principe de la sissiparité. Rendre quelque chose qui n'est déjà pas très grand en quelque chose de plus petit. Parfois même jusqu'à chercher dans les micro-divisions qui peuvent exister entre nous, des raisons d'exister les uns contre les autres. Je crois à l'inverse. Je crois à la nécessité de la gauche de retrouver le souffle qui lui a permis jusqu'ici de résister, de faire en sorte d'être l'alternative à l'extrême droite. Parce que, évidemment, la victoire de l'extrême droite n'est pas inéluctable. Et je reprends, je suis carrément à l'envers de ce que je... C'est le problème de ne pas lire ce qu'on écrit, c'est qu'à un moment, on ne sait plus où on en est. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je serai incohérent. Parce que la cohérence, elle est là. Et d'abord, c'est le troisième message que je voulais adresser. C'est celui d'un appel à la résistance totale dans les médias, sur le terrain, dans nos vies. Résister, c'est se mobiliser partout et concrètement. Comme le disait non pas cette fois-ci Bismarck, mais Victor Hugo, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Et des journées comme celle-ci, il en faudra d'autres, parce qu'elles sont de salubrité publique. Car l'heure est effectivement à la mobilisation. Longtemps, nous avons expliqué que l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Au fond, je ne suis pas sûr que nous y croyions nous-mêmes. Nous pensions que c'était un épouvantail commode qui permettait de mobiliser la gauche. Nous n'en sommes plus là.
Nous sommes évidemment à un moment où l'extrême droite est véritablement aux portes du pouvoir. Quand elle fait 40% aux élections, 40% aux élections européennes. Je rappelle que François Mitterrand lui-même n'a jamais fait à l'élection présidentielle au premier tour plus de 32%. Quand l'extrême droite est à 40%, pardon, alors effectivement, l'heure n'est plus à se demander si peut-être, non. Effectivement, il faut avancer. Et nous ne devons rien lâcher. Tout à l'heure, Sylvain Kahn a dit qu'en Europe, l'extrême droite progressait lentement. J'ai cru y déceler l'idée que ça n'était pas si rapide, et comme ça n'était pas un tsunami, on pouvait y trouver la matière à réconfort. Sylvain m'a l'air d'être parti, mais je voudrais presque dire l'inverse. C'est que précisément parce que cette montée en puissance de l'extrême droite n'a pas été un tsunami. Nous ne sommes pas passés du jour au lendemain à 40%. Ça a été une lente contamination. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'évidemment, comme Safia le disait tout à l'heure, il y a un vote qui progressivement devient un vote d'adhésion. Parce qu'on n'en est plus à avoir peur de cette submersion d'un seul coup, d'un vote qui viendrait nous effrayer. On s'est habitué. On s'est habitué à l'idée qu'ils vont venir. Et que peut-être s'ils arrivent, au fond, ce n'est pas si grave. Et c'est ce qui nous menace aussi, et c'est la raison pour laquelle nous devons multiplier ces rendez-vous pour justement dire en quoi nos défenses immunitaires ont baissé. Je ne veux pas convoquer tous mes souvenirs maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais lycéen, je portais, comme beaucoup d'autres, cette main jaune dans la paume de laquelle était écrit « Touche pas, mon pote ». Je le faisais, comme beaucoup, parce que j'étais antiraciste et qu'il y avait une part de fantasme à l'idée que peut-être un jour il reviendrait. Mais au fond de nous, on n'y croyait pas beaucoup. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus personne pour porter la main jaune. Et qu'au fond, les plus jeunes d'entre nous ne se méfient plus de l'extrême droite, n'ont plus idée de ce qu'elle est. Et peut-être même y voilà matière à espoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut démasquer, dérespectabiliser, traquer ce qu'est l'extrême droite. Et puisque je parlais des plus jeunes, rappeler les origines de ce mouvement que préside désormais Marine Le Pen. C'est vrai que c'est souvent, ça nous a été reproché, de dire mais ce sont des néofascistes, ils ont commencé avec les néo-nazis, etc. Ils ont participé à l'Algérie française, Jean-Marie Le Pen a torturé. Sans doute que ça n'est pas suffisant. Mais oublier les racines profondes de ce qu'est l'extrême droite. Ne pas dire d'où elle vient, c'est laisser aux plus jeunes d'entre nous la possibilité de croire que ce parti est né hier, qui n'a pas été déjà à l'œuvre, qui n'a pas une matrice idéologique qui le fonde. Et donc, même si ça n'est pas suffisant, il faut le rappeler. Il faut rappeler que la République n'est pas compatible avec l'extrême droite. Expliquer que ce qu'il prône, c'est un nationalisme de repli parce qu'il n'affirme pas l'identité de la nation française. Ils auraient pu être un parti qui défend la patrie de Jaurès. Oh, ça ne leur a jamais effleuré l'esprit. Mais ils sont simplement là pour dire qu'il faut replier le pays sur lui-même pour survivre à la mondialisation et surtout à l'islamisation. Ils prônent un nationalisme qui est en réalité anti-national. Ils sont nos adversaires de l'intérieur. Ils sont ceux qui séparent les populations selon leurs origines, leur religion, à rebours de ce qu'est la nation française qui s'est fondée à la Révolution, non sur une identité ethnique, religieuse ou culturelle, mais sur des principes politiques que nous avons su élever au rang de l'universel. Ils n'ont un patriotisme qui n'est que d'apparence, de papier. Ils sont des patriotes de camelote, à l'instar des émigrés de la Révolution, des Versaillais de 1871 ou des vichistes de 40, qui ont eu une fâcheuse propension
à se soumettre à l'étranger. Aujourd'hui, Poutine ou Trump, autour desquels Marine Le Pen n'a cessé de poser au cours des années passées. Ils ont un discours anti-élite, anti-immigré, centré sur le droit à la sécurité, anti-féministe, anti-transgenre, je mets beaucoup de guillemets, assisté. L'extrême droite, c'est au fond l'anti-France, l'anti-république. Et c'est un leurre pour les classes populaires. L'extrême droite est fondamentalement au service des intérêts des privilégiés. On atteste son programme économique qui est néolibéral, comme ses votes à l'Assemblée et au Parlement européen. Et pour ceux qui veulent s'en convaincre, réécoutez, pas trop longtemps, mais un peu quand même, réécoutez Jordan Bardella quand il est parti devant le MEDEF au moment où le MEDEF organisait ses auditions pendant les législatives dernières. Et vous entendrez non pas le discours d'un homme qui défend les classes populaires, mais un homme qui défend et qui se met dans une position d'être considéré par le patronat comme pro-business. Et c'est là la grande mystification de l'extrême droite. Alors, chers camarades, il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Reconstituer une dynamique intellectuelle avec les experts, les universitaires, les chercheurs, refaire de l'éducation populaire, repartir dans les quartiers, refaire vivre ce qui a permis pendant des générations entières aux plus modestes d'entre nous de découvrir ce qu'étaient les grandes idées, quelles étaient aussi les grandes erreurs et quels étaient les grands points de confrontation. Et donc, oui, nous devons aussi accepter l'idée que nous devons être des militants de l'éducation populaire, faire en sorte que nous soyons à nouveau sur le terrain et faire passer les messages partout où ils doivent passer, ne laisser personne à côté du chemin. Le quatrième message, chers camarades, c'est la bataille à mener à la bonne échelle, qui est l'échelle entre la nation et l'Europe. Nous devons enclencher la contre-offensive et nous sommes à la fois européens et internationalistes. Le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que le nationalisme réactionnaire se structure à l'échelle internationale. J'en ai déjà beaucoup parlé de Milei à Orban et de Meloni à Musk. Eh bien, ils sont aujourd'hui à condamner les organisations internationales issues de 1945, l'universalisme des droits, règles de la vérité scientifique, féminisme, avortement. Ils nous présentent comme décadents et prétendument prêts à effacer l'identité culturelle de l'Occident. Le second paradoxe, c'est que cette internationale réactionnaire est soutenue par une collection d'oligarques décidés à la tête de leur puissante multinationale à faire de ce bric-à-brac nationaliste et identitaire leur bras armé contre toutes les formes de régulation et de taxation. Et donc, face à l'ampleur de ces forces, il nous faut agir et nous organiser. L'Europe, parce qu'elle est aux prises avec les néonationalismes, le RN en France, le PVV aux Pays-Bas, l'AfD en Allemagne, l'AFDL en Italie, le PS en Suède et le parti Fidesz en Hongrie, eh bien, nous devons mobiliser les socialistes européens, mettre en place un observatoire européen des droites extrêmes, comprendre leurs stratégies, leurs résultats, alimenter la contre-offensive. Et je le dis aussi, après avoir participé à une réunion du PSE la semaine dernière ou la semaine d'avant, et de l'International également, eh bien, faire en sorte qu'il y ait des campagnes qui ne soient plus uniquement des campagnes nationales, mais des campagnes européennes, des campagnes mondiales, qui donnent aussi à voir la force de ce que nous sommes. Ne pas laisser penser qu'eux seuls s'organisent au plan mondial. Montrer que nous avons, nous aussi, la capacité à faire face à cette force-là. Cinquième message, asseoir notre propre récit. Nous avons trop souvent répondu à leurs débats en les laissant dicter l'agenda médiatico-politique. Et en ce sens, nous avons participé au récit de l'extrême droite. Alors, il faut évidemment dénoncer. Et dénoncer d'abord la normalisation de ces idées qui entraînent un glissement du cadre de notre récit commun. Mais il convient aussi de reprendre une autre offensive narrative. Sur le terrain des mots, des idées,
car la langue de l'extrême droite a contaminé le débat public. C'est ce que disent Michael Fussell et Étienne Ollion. La gauche doit se réapproprier les mots de nation, de république, mais aussi, je le dis, de laïcité, de féminisme, de souveraineté, parce que tous les mots, comme le drapeau français, ont été progressivement subtilisés par l'extrême droite, qui se les est appropriés pour en faire des instruments contre la République et contre les républicains eux-mêmes. La laïcité est devenue un instrument exclusif contre les musulmans. Le féminisme, à l'identique, elles ne sont féministes, ces femmes de Némésis, que lorsqu'il s'agit de dénoncer le foulard. Mais pour le reste, jamais rien sur la laïcité, jamais rien sur le féminisme. La souveraineté, elle ne leur sert qu'à se battre aujourd'hui contre l'état de droit, qui serait lui-même un obstacle à la pleine souveraineté du peuple français. Et donc oui, nous devons reprendre l'offensive sur les idées et sur les mots, opposer et imposer une vision alternative, une autre idée de ce qu'est la France. C'est la raison pour laquelle, en notre nom, il y a quelques semaines, quand le Premier ministre François Bayrou a dit qu'il voulait relancer le débat sur l'identité de la France, j'ai pris la liberté de dire que cette fois-ci, nous en serions. Je me souviens qu'en 2008-2009, quand Sarkozy a lancé le débat, nous avons toutes et tous considéré que c'était un piège et qu'il ne fallait pas y entrer un doigt. Mais en n'y entrant pas, nous avons laissé la chaise vide, le terrain vide. Et que s'est-il passé? Depuis 16 ans, le débat n'a cessé de prospérer. Et sur les places vides que nous avons laissées, s'est infiltrée l'extrême droite. Alors oui, je veux que nous parlions d'identité de la France, qui ne se confond pas avec ce que porte l'extrême droite. L'identité de la France, c'est quoi? C'est d'abord une histoire qui plonge, bien sûr, ses racines très loin, mais qui a donné un nouvel élan à notre nation, avec la Révolution française, avec le Conseil national de la résistance, avec la décolonisation, avec la construction européenne. Et c'est cela que nous défendons. C'est cela que nous défendons, comme nous défendons l'idée que la France, ce ne sont pas simplement des frontières, ce ne sont pas simplement des paysages ou un patrimoine, c'est d'abord un modèle démocratique, un modèle qui est aussi un modèle social, un modèle qui se confond avec les services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et lorsque nous défendons aujourd'hui, face à la Russie, les frontières de l'Ukraine, ce n'est pas simplement des frontières que nous défendons, c'est aussi un idéal, c'est aussi cette façon de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous défendons avec autant de force nos camarades ukrainiens. Non pas parce que nous croyons qu'il y aurait une supériorité de l'Ukraine par rapport à la Russie, mais parce que nous défendons une façon de vivre ensemble. Alors, chers camarades, dans ce débat, nous serons. Et les socialistes doivent être le fer de lance de cette contre-offensive. Et nous sommes bien placés pour mener à bien cette tâche. Parce que l'idée que nous portons vient de loin et s'est frottée à tant de crises auxquelles nous avons su survivre. Nous avons inspiré toutes les grandes lois du travail quand les travailleurs étaient soumis à l'exploitation. Nous avons inspiré les assurances sociales devenues en 1945 la sécurité sociale. Et nous saurons inspirer et forger cette nouvelle alliance de la démocratie, de la fraternité et de l'écologie qui l'emportera sur celle de l'autoritarisme, de la peur et de la cupidité. Et oui, la gauche saura le faire autour d'une idée forte et positive, offensive de la nation, définie non par l'ethnie, la culture ou la religion, mais comme la volonté politique d'agir ensemble et comme une solidarité du quotidien face aux aléas de la vie. Alors que l'extrême droite dessine une ligne de fracture entre la nation et les groupes minoritaires, les socialistes définissent le clivage à l'endroit où apparaissent les inégalités, la discrimination, le rapport de force entre les classes sociales. La vision socialiste est celle d'une société dans laquelle les gens ont une responsabilité les uns envers les autres. Puisque je parle devant Sarah et devant le Nord, peut-être que Martine Aubry aurait dit le Caire. Eh bien oui, chers camarades,
nous avons, socialistes, une responsabilité les uns envers les autres. Et je conclus en vous disant que nous devons aimer la France. Nous devons l'aimer et montrer que nous l'aimons. Montrer que nous l'aimons dans sa grande diversité. Montrer que nous nous sommes enrichis au fil des décennies. Que la France n'est plus un territoire blanc et catholique. C'est un territoire qui est métissé, pluriculturel, plurireligieux. Un territoire dans lequel on peut croire en Dieu, croire au ciel, ou croire que le ciel est vide, peu importe. Nous avons en commun cette grande idée de la France. Et oui, nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer les Françaises et les Français, leur montrer que nous savons les écouter. Leur dire que quand l'espoir se perd, eh bien, le RN prospère. Je sors d'un Tour de France de plusieurs mois et je vois parmi nous des gens qui m'ont parfois accompagné dans ce Tour de France. Il y avait tout à l'heure Emma, mais je vois Marie-Jo. Ben, elle est là, Emma, oui, pardon. Emma, Marie-Jo, qui était cette semaine donc à Famec, mais nous avons été dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud. Nous avons été un peu partout en France, dans un format un peu différent des meetings traditionnels, puisqu'il s'agissait là de rencontrer des gens qui n'avaient aucun lien avec la vie politique et qui sont venus apporter leur propre témoignage. Et vous dire que cette France, elle m'a touché. Non pas que je ne la connaisse pas, toute l'année nous arpentons la France. Mais vous dire que cette semaine, donc à Famec, il y avait un jeune garçon de 11 ans qui est venu avec sa maman. Sa maman était voilée. Et il s'appelle Wassil. Et Wassil nous a parlé de la laïcité. Voilà. C'est ça la France. Cette capacité à faire en sorte que des gens qui sont issus de cultures très différentes finissent par assimiler ce que nous sommes, avoir envie de partager ce destin commun. Et tous ces gens qui sont venus nous livrer leur malheur, leur malaise, leur défiance aussi vis-à-vis du monde politique, sont venus aussi nous dire leur amour de ce pays. Nous dire à quel point ce pays de Voltaire et d'Hugo était devenu le leur quand il n'était pas leur racine. Et pour ceux pour qui la France était au fond plus liée au hasard de leur naissance qu'aux pérégrinations de leurs parents ou grands-parents, tout cela ont rappelé leur attachement. Et donc, nous avons maintenant besoin d'être à nouveau audacieux. Et ce sera au nouveau PS d'en faire la démonstration. Je dis nouveau, non pas que nous ayons changé dans ce que sont nos valeurs, nos principes, dans ce qui nous fonde, mais parce que nous avons su, depuis 2017, renaître de nos cendres grâce à l'émergence de nos nouvelles générations. Je vois ici de nombreux visages de ceux qui la représentent. Ninoué, Anna, Maxime, Arthur, Sarah, Emma, Gaston. Pardon pour ceux que je ne cite pas, qui ne sont pas la nouvelle génération. Corinne, comme moi, un peu plus vieux déjà, et d'autres encore, Dorine, qui ont participé à tout ça. Mais nous sommes un peu plus vieux. Mais l'une des grandes fiertés du premier secrétaire que je suis, Alexandra, pardon, c'est d'avoir vu émerger cette génération qui a pris sa responsabilité et qui aujourd'hui est aux commandes de ce parti. Dire que c'est formidable de savoir que cette longue chaîne qui nous relie au Grand Jaurès, eh bien, elle ne s'arrêtera pas parce que non seulement le talent, mais aussi la volonté de faire ensemble, de faire collectivement n'a pas disparu et qu'il y a là matière à, je pense, non seulement de nombreux combats, mais aussi à de nombreuses victoires. Et donc, ce que nous sommes en train de réinventer est au croisement d'une continuité et d'une rupture. La continuité avec nos engagements de toujours, ceux portés depuis 1905, le Congrès du Globe, et aussi à l'appel à la justice sociale née de la sauvagerie du capitalisme d'alors. Mais le combat maintenant, il est d'abord contre l'extrême droite. Et je voudrais dire que là, nous avons un travail que je pourrais résumer d'un mot. Nous battre contre l'indifférenciation. Chers camarades, ma conviction est celle-ci. Lorsque nous donnons le sentiment que la droite et la gauche, c'est la même chose, alors nous donnons le monopole de l'alternative à l'extrême droite. Le meilleur remède pour lutter contre l'extrême droite, c'est encore de revenir au combat entre la gauche et la droite.
La gauche et la droite ne se confondent pas. Et lorsqu'elles ne se confondent pas, alors il y a la possibilité de dire si on est de gauche ou de droite. Lorsque la droite et la gauche se confondent, alors la seule façon de porter une colère, c'est de la porter à l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle je nous invite, chacune et chacun, même si c'est difficile en ces temps compliqués où nous avons une responsabilité particulière parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, à porter le fer à chaque fois contre le gouvernement, parce que nous n'avons pas à laisser penser un seul instant que nous sommes les complices de la régression sociale qui est à l'œuvre depuis 8 ans. Chers camarades, j'en conclus cette fois-ci vraiment pour vous dire que lorsque on entre à la Chambre des communes, chez nos voisins grands-bretons, eh bien, il y a une statue de Winston Churchill. Et quand on entre, quand on s'apprête à franchir le seuil, immanquablement, on tombe sur le doigt pointé de Winston Churchill. Et sous cette statue de Winston Churchill, il y a une phrase, 2 mots en réalité, pardonnez mon accent, mais « deserve victory ». Mérite la victoire. Eh bien, chers camarades, oui, nous devons mériter la victoire, pas simplement nous reposer sur le rejet, sur le refus, sur la peur, y compris de l'extrême droite. Mériter la victoire par nos combats, mériter notre victoire par le rassemblement, mériter notre victoire par l'affirmation de ce que nous sommes, ne pas avoir honte, être fiers de ce que nous portons, parce que nous portons est grand, et parce que ce que nous portons ne disparaîtra jamais. Alors, chers camarades, eh bien, sachons nous réunir et faire de cette victoire la plus belle des victoires, parce qu'elle sera celle qui aura permis à notre pays, et je l'espère, au continent entier, de repousser un spectre qui nous menace et qui nous rappelle que l'histoire n'est pas linéaire, qu'elle n'est pas une marche inéluctable vers le progrès, qu'elle est d'abord le produit de la volonté des hommes et des femmes, et que cette volonté, nous voulons la porter. Merci.